Oh, j'ouvre Twitter. Faut que je vous montre. J'ouvre Twitter. Voilà sur quoi je tombe en premier. Ah là là, ah, il va me manquer. Il va me manquer. Vraiment, les mimes que c'était. Ah là là. Les mimes qu'on a fait sur lui, c'était. Aïe, 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 c'était génial. C'était génial. Il va vraiment me manquer. Juste pour ça, il va me manquer. Pas pour le reste. Mais ah, c'était chouette. C'était vraiment chouette. Oh là. Je suis en train de défoncer mon micro. Euh, alors, on va voir notre cher ami Octave Klaba. Et on va commencer le sujet OVH. Alors, OVH, qu'est-ce que c'est en deux mots? C'est une boîte qui fait du hosting, qui propose des services d'hébergement et d'autres choses depuis maintenant un bon paquet d'années. Au début, ils ont commencé en France, donc c'est une boîte française. Et au fur et à mesure des années, ils ont évolué, évolué, évolué. C'est devenu une énorme boîte. Et maintenant, bah, ils ont des data centers un peu partout. J'allais dire un peu partout dans le monde, mais principalement en Europe et en Amérique du Nord. Je sais pas s'ils ont des data centers ailleurs. Je me suis pas renseigné. Et pour la petite histoire, bah, Octave Klaba, c'est le mec qui a fondé OVH. Donc il y a de cela maintenant un bon paquet d'années. Euh, et, euh, et ce gars, en fait, c'est une tête parce que bah, il a un PhD en IT. Je sais pas exactement sur quoi il a fait sa thèse, mais c'est un gars qui, voilà, il sait de quoi il parle et vraiment, il est parti de rien. Il a réussi à monter une boîte technologique qui est assez évoluée et vraiment, rien que pour ça, respect pour ce qu'il a fait, quoi. Vraiment, c'est vraiment cool. Et puis, bah, il a réussi à s'entourer de bonnes personnes aussi, ce qui aide aussi énormément, bien entendu. Et donc, ouais, pour la petite histoire, ils ont commencé avec un data center à Roubaix, je pense. Et puis, ben, ils ont évolué, ils ont créé d'autres data centers. Et puis, bon, ils sont éparpillés en Europe, et puis ils ont été au Canada, en Amérique, etc. Et donc, ouais, ils ont pas mal de business. Vraiment, ça marche plutôt bien. Et ce qui est, ce qui est bien, en fait, c'est que OVH a réussi à évoluer avec le temps, je dirais. Parce qu'à l'époque, on connaissait tous. Enfin, moi, à l'époque, quand j'ai connu OVH, j'avais 17 ans, 18 ans, peut-être. Ça remonte il y a 14 ans. Et, il y a 14 ans, bah, on va voir d'ailleurs sur Wikipédia. Wikipédia OVH. Quand est-ce que ça a été construit? Ils ont fondé ça quand? En 1999. Ah ouais, ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans maintenant qu'ils existent. C'est dingue, c'est dingue. Et pendant un bon paquet d'années, c'était vraiment des tout petits trucs, hein. Vraiment, c'était pas énorme. Et puis, ben, ils ont une explosion. Je sais pas s'ils montrent, ils expliquent, peut-être sur le Wikipédia français. Ouais, Wikipédia français, il y a plus de news. Enfin, plus d'infos, je présume. Vu que c'était. Enfin, que c'est une boîte française. Hum, hum. En 2004, OVH ouvre ses premières filiales étrangères, la Pologne, pays d'origine de la famille Klaba. Et la première, la même année, deux autres filiales commerciales sont lancées en Afrique et en Espagne. Ah, ben voilà, ils sont en Afrique aussi. Alors, ils ont connu une croissance passant de 6000 serveurs à 12 000 serveurs. Il faut s'imaginer, déjà 6000 serveurs, c'est énorme. Et il faut s'imaginer encore plus parce qu'à l'heure actuelle, OVH, donc ils ont eu un incendie à Strasbourg. On va en parler en détail. Et euh, je regarde s'il y a. Hum, hum, hum. Ils ont dit on va
faire venir des serveurs qu'on a en stock. Et le chiffre des serveurs qu'ils ont en stock, c'était juste hallucinant. Je regarde en même temps. Donc c'était quand qu'il a dit ça? Ouais, donc on voit ici l'image de l'incendie. Ça, c'est un data center qui est en train de partir en fumée. C'est assez impressionnant à voir. Donc RIP tous les serveurs et toutes les données qui étaient dedans. Et on voit donc qu'il y a les pompiers qui sont des quatre coins du DC. Et alors, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que je crois que l'Allemagne a fait venir un bateau pompe qui a permis non seulement de pouvoir arroser aussi l'incendie, mais aussi de fournir de l'eau pour les autres autopompes qui étaient sur le côté. Enfin, bon, pour le coup, c'était pas mal, c'était intéressant à regarder, à se renseigner. Je retrouve pas le chiffre, c'est un peu dommage. Je crois qu'ils parlaient de 85 000 serveurs qu'ils allaient mettre à disposition en mode 85 000 serveurs. Bah ouais, on a ça en stock. T'es là, bon, ok, d'accord. Faut savoir qu'OVH, ils ont démarré, façon de parler. En 2004, ils avaient 6 000 serveurs, de 6 000 à 12 000 serveurs. C'est vraiment rien du tout en fait. Et donc ils sont partis de vraiment rien du tout et maintenant c'est devenu une multinationale, c'est ouf, vraiment c'est ouf ce qu'ils ont fait. Donc, tout a commencé avec cette histoire d'incendie. Je reprends la timeline, c'était mercredi 10 de mémoire. Hop, hop, hop. Voilà. Donc mercredi 10 à 3h42 du matin, en fait c'était un peu plus tôt, il y a eu un incendie qui s'est déclaré sur le data center SBG2 de Strasbourg, où le départ de feu semble être de l'alimentation, des alimentations électriques, si je dis pas de conneries. Alors j'essaie en même temps de retrouver travaux OVH incendie. Ils ont un système de ticketing. Voilà, ils ont un système de ticketing où ils mettent tout le détail de qu'est-ce qui s'est passé, vraiment avec tous les détails de l'incident, les actions prises. Et c'est ça que je trouve aussi très intéressant et très bien de la part d'OVH, c'est de permettre cette transparence entre les personnes qui ont payé pour avoir un service et OVH en tant que tel. Et pour le coup, je trouve ça vraiment bien. Donc ici, c'est un gros truc, je vais le mettre dans le chat. C'est un énorme ticket. Donc, alors, je vais zoomer. Comme ça, en même temps, je peux plus facilement lire. Et comme ça, on le voit mieux à l'écran, je pense. Donc, il commence à dire... c'était... Est-ce qu'on a une heure là-dessus? Est-ce qu'on a une heure? On n'a pas d'heure. Hein. Ah ouais, c'est juste le ticket. Donc ils ont créé un ticket, mais il n'y a pas d'heure. C'est bizarre ça qu'il n'y ait pas d'heure. En gros, ils disent donc nous faisons actuellement face à un incident majeur au sein de notre data center de Strasbourg avec un feu déclaré dans le bâtiment SBG2. Donc c'est le bâtiment en question qui se trouve... Donc, attendez, je vais reprendre le plan, ce sera peut-être mieux. Qui est le bâtiment, c'est ce bâtiment-là. Donc ça c'est SBG2, c'est celui qui est complètement maintenant complètement détruit. Et ils disent donc les pompiers sont intervenus immédiatement sur place, mais ne sont pas parvenus à contrôler l'incendie. Ouais, c'est ça le gros problème. Par mesure de précaution, l'électricité a été coupée sur l'ensemble du site. Donc ça veut dire que tout l'ensemble du site qu'on voit ici a été shut down.
On voit ici, ça je pense, ce sont les groupes électrogènes avec la citerne de diesel, hein, comme on a parlé dans le sujet précédent. On voit des HVAC là, on voit des HVAC là, on en voit ici, là, là, on voit les diesels ici de nouveau. Ça, ce sont des locaux techniques où il y a des bureaux, je pense, des bureaux temporaires. Et donc il y a... Alors, il y a un DC qui est ici. Est-ce qu'il y a un DC là? Je sais pas. Un DC là, un DC là, un DC ici. Donc ça c'est SBG, je pense, 1, 2, 3 et le 4 qui est là, sur le côté gauche. Je pense que c'est ça. Et donc ça impacte tous les services de SBG 1, 2, 3 et 4, forcément. Et quand on dit que ça impacte les services, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les serveurs sont shutdown. Donc on a parlé dans le sujet précédent les data centers, où en gros on disait ben, on veut éviter d'avoir des pertes de services. Et donc on déduplique tout, on déduplique l'électricité, on déduplique les diesels, on déduplique les PSU, on déduplique le réseau, on déduplique les serveurs, etc. Tout est dédupliqué. Mais là, forcément, quand il y a un incident clairement majeur comme ici où c'est un incendie, les choses sont un peu plus compliquées. Il faut savoir que il y a en fait, en fonction des normes de data center, il existe des systèmes de sécurité qui sont mis en place. Le truc, c'est que quand on rentre dans un data center, en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est un badge d'accès ou un fingerprint avec son empreinte digitale, son empreinte du pouce. Et alors, on passe une porte et puis on accède directement dans le DC. Soit on doit passer des sas. Avec des sas de sécurité, avec parfois le sas à l'intérieur, on doit encore remettre son empreinte c'est une empreinte digitale, on appelle ça, son empreinte digitale, et etc., etc. Donc c'est un peu, voilà, c'est pas toujours facile. Et le problème, c'est qu'en cas d'incendie, en cas de problème, parfois, techniquement, certains sas ne peuvent pas facilement s'ouvrir parce que ce sont des sas qui sont en mode rotation, des trucs comme ça. Donc, il y a des systèmes de sécurité qui sont mis en place, bien entendu, donc ce qui permet de faire évacuer les personnes assez rapidement. Et à l'époque, je pense que ça n'existe plus maintenant, mais à l'époque c'était le cas. À l'époque, il y avait des systèmes anti-incendie qui étaient mis en place. Forcément, le jour où il y a un incendie, c'est extrêmement grave, donc il faut limiter au maximum le problème. Et ce système d'incendie, en fait, donc le système anti-incendie, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller lâcher du CO2, donc du dioxyde de carbone. Il va lâcher du CO2 de sorte à ce qu'il n'y ait plus d'oxygène dans la pièce. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que pour qu'un feu puisse être entretenu, donc qu'il puisse être attisé par exemple, il faut de l'air, beaucoup d'oxygène. Et en privant la salle d'oxygène et en mettant à la place du CO2, ça coupe instantanément le feu en fait. Ce qui est une bonne façon de faire. Sauf que le jour où il y a des personnes qui sont bloquées dans le data center et que tu lâches le CO2, c'est pas ouf, la personne elle meurt. Alors soit elle meurt, soit elle est intoxiquée, ça dépend de la durée bien entendu. Donc je ne sais pas si ce genre de techniques sont encore utilisées de nos jours. Et surtout, en fait, il y a un autre système qui a été mis en place. Alors je pense que ceux qui ont mis ça en place les premiers, c'était Google. Ce sont des Google Data Center Containers. Ce sont des containers qui sont transformés en micro data center. L'idée, c'est que là où on a besoin d'avoir de la puissance de calcul, eh ben, on met le bloc en question. Donc par exemple, c'est ce truc-là. Voilà, ici c'est un container hein, qu'on utilise habituellement pour du chargement, du transport. Et ben, dedans, on met des serveurs, les machins, on met tout ce qui est nécessaire avec une prise à l'extérieur et qui dit, ben voilà, je branche juste, je grossis le truc, hein, je branche juste ma prise et j'ai mon container qui est prêt à fournir de la puissance de calcul en plus.
Et typiquement, c'était ce qui était utilisé avec YouTube quand il y avait par exemple un événement dans une région en particulier, un événement prévu à l'avance, où ils savaient qu'il y aurait un nombre plus élevé de monde qui utiliserait YouTube, par exemple. À ce moment-là, ce qu'ils ont fait, ils shippaient, ils transportaient les containers dans la région en question, qui branchait sur le réseau de la région. Je grossis très grossièrement le truc, hein. Et l'idée, c'est de proposer de la puissance de calcul supplémentaire dans cette région, de sorte à ce que si la puissance de calcul était de l'autre côté du continent, donc par exemple, si les serveurs étaient aux États-Unis et que c'est par exemple en Europe qu'il y aurait de l'événement, il y aurait un goulot d'étranglement sur le câble entre l'Europe et les États-Unis, ce qui créerait beaucoup de latence sur le service, c'est pas dingue. Donc ils font ce genre de truc où en fait ils mettent le container au bon endroit. Ça c'est un truc qui était utilisé avant. Je ne sais pas si c'est encore utilisé de nos jours, mais en tout cas, ce qu'on voit sur la photo chez OVH, c'est que le DC1 c'est basé sur des containers. Donc le DC1 ici c'est basé uniquement sur des containers, donc on voit les containers empilés les uns sur les autres. Et en tout cas c'est ce que je vois. Je connais pas en détail le truc, donc si je dis une connerie, que dans le chat il y a quelqu'un qui a de meilleures infos que moi, dites-le. Et on voit également cette partie où il y a le DC. Alors, chose intéressante que j'ai pu lire à gauche à droite, c'est que en fait le DC il est en forme de 8, c'est-à-dire que donc il y a les 4 coins avec une branche au milieu où il y a tous les serveurs qui sont présents comme ça. Et le fait qu'il y ait eu l'incendie qui a démarré en bas a fait en sorte, alors j'ai peut-être pas les bons termes pour dire ça, mais ça a fait en sorte qu'il y ait une colonne de feu qui a permis de accroître la puissance du feu. Et ce qui a forcément multiplié l'incident et qui a généré un incendie complet sur tout le data center. Alors je ne sais pas s'il y avait beaucoup de systèmes de protection mis en place. La plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare les pièces par des portes coupe-feu pour justement éviter que s'il y a un départ d'incendie, qu'il soit propagé aux différentes pièces. Manifestement ici, ça n'a pas été le cas. Alors je ne connais pas la structure du bâtiment, je ne sais pas si... Alors, on a d'autres photos, il y a d'autres photos normalement qui sont présentes. Je vais essayer de vous retrouver ça de suite. J'avais vu sur un forum de Cocotland, il y avait un post sur OVH. Donc, hop, je vais mettre ça, le truc. Attendez, hop, hop. Voilà. Ok. Oui, j'accepte tout. Donc ça c'est l'incendie, on voit le data center, donc c'est hop, c'est donc c'est le data center du milieu qu'on voit partir complètement en fumée. Et là il est genre 1h du matin, quelque chose comme ça. Scroll, je crois que c'était la deuxième page. Ouais, donc ici on voit alors c'est ça le truc, c'est que je suis pas persuadé que ce sont des containers ici, mais plus un système de ventilation passive, justement parce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, enfin dans le sujet précédent, on avait vu avec les data centers chez OVH, pour leurs serveurs, ils ont du water cooling, ils ont un réseau de water cooling. Et donc ils n'ont pas besoin d'avoir une énorme ventilation pour refroidir les pièces, vu que la principale source de chaleur est redirigée sur le réseau d'eau. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un DC qui est un peu plus passif, donc qui fait moins de bruit, consomme moins d'énergie, etc. etc. Mais je ne sais pas, j'ai pas de certitude que c'est bien le cas chez eux. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est ça. Et donc voilà, effectivement, donc c'est ce que je disais. On a... Ah, ok.
Un SBG4, c'est le petit truc qui est là. D'accord. Donc on a SBG1, SBG2, 3 et 4 qui est là. Est-ce qu'on peut l'avoir en grand écran? Ah, c'est super, on l'a en grand écran. Ah, et donc c'est ça. Ici, c'est même pas SBG1. Ok, donc ça, c'est juste SBG1 qui est là, le 2, le 3 qui est énorme, et le 4. De mémoire, je pense de mémoire que... Ah, il y avait un truc comme ça, j'avais vu un tweet d'Octave Klaba qui parlait de la manière dont ils allaient gérer les serveurs. Je pense qu'ils étaient en cours de migration pour arriver vers un DC un peu plus en dur, comme on peut le voir sur le SBG3, SGB3. Je vais y arriver. Et donc voilà, ça c'est le plan. Et on voit le résultat final de l'incendie qui est juste totalement insane. Il reste vraiment plus rien du tout de toute la structure, qui limite c'est affaissé. Donc même structurellement parlant, ça va être chaud, parce qu'il faudra démanteler tout ça après pour reconstruire. Et donc ouais, c'est assez... je sais pas s'il y a d'autres vidéos. Voilà, ici, photo. Ici on voit un peu mieux la structure en 8 avec le puits d'air qui a permis d'attiser le feu d'une plus grande façon de faire. Ce qui est assez problématique, hein, bien entendu. Ok. Et donc, si on reprend ce que dit le ticket, donc par mesure de précaution, l'électricité a été coupée sur les 4 DC forcément. Si votre production est à Strasbourg, nous vous recommandons d'activer votre plan de reprise d'activité. Et en fait, c'est pour moi ça le plus gros problème. Donc on parlait des data centers tout à l'heure, de un peu comment ils sont faits. Il y a un point qu'on n'a pas encore évoqué qui est la partie réplication des données sur différents sites. Il faut savoir que quand on établit une stratégie de gestion de data center et de gestion des données dans un data center, on prévoit systématiquement d'avoir les données répliquées au minimum sur 2 centres, à 2 endroits différents. Physiquement, ils doivent être sur 2 régions différentes. Ça peut être, par exemple, un DC qui est dans vos locaux, par exemple, ça peut être ça. Et le deuxième data center est peut-être à 20, 30, 40 km plus loin. Le but, c'est que s'il y a un désastre même physique, alors tremblement de terre, je pense qu'à 40 km, ça ne changera rien, mais si j'invente un avion qui s'écrase, une coupure de courant, n'importe quoi, dans le secteur en question, ou un énorme incendie dans ce cas-ci, voilà, que on puisse avoir en temps réel les mêmes données sur le deuxième centre de données. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que, typiquement, quand on parlait du storage, il y a la réplication du storage qui est également faite sur les 2 sites. Ça, c'est les bonnes façons de faire. Ça, c'est quand on a la main sur le data center. Le truc, c'est que, forcément, avec le temps, on est passé au cloud. Et le cloud, c'est en fait un truc magique où les gens se disent, je mets mes données dans le nuage, et c'est magique, ça fonctionne, j'ai accès à mes données partout où je vais dans le monde. Alors oui, techniquement, ça a l'air très intéressant. En tout cas, d'un point de vue marketing, ça a l'air très intéressant. Mais dans la pratique, c'est un peu plus délicat que ça. Est-ce que dans le chat, vous avez des expériences avec le cloud? Pour vous, le cloud, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez une idée de ce qui se cache derrière le cloud? Ou est-ce que c'est juste un terme obscur? Et donc, pour continuer la petite histoire, donc, ce qu'on appelle sur le cloud, c'est en fait des centres de données, comme on a chez OVH, chez
AWS, donc c'est Amazon Web Service du service d'Amazon, Azure chez Microsoft, Google Cloud chez Google, etc., etc., sont chaque fois des fournisseurs de technologie cloud. Mais en fait, en réalité, c'est juste, on déplace les données ailleurs, sur d'autres machines. Au lieu de les avoir chez nous, elles sont gérées ailleurs. Et c'est purement du managed services. Donc c'est un service qui est géré par quelqu'un d'autre. Et on délègue cette gestion parce qu'on n'a pas envie de le faire, parce qu'on n'est pas compétent, parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Il y a plein de raisons. Et c'est plus simple. La plupart du temps, c'est parce que c'est plus simple aussi, ou parce qu'on ne sait pas comment le faire. Et donc, on paye quelqu'un d'autre pour le faire. Donc ça, c'est plutôt un truc qui fonctionne bien, parce que la plupart du temps, on utilise tout ça. On utilise... Ah, je vais y arriver. 1, 2, 3. On utilise tous ce genre de choses. Par exemple, il y a les trucs les plus connus, hein, Dropbox, des choses comme ça, où on met nos données dans le cloud, et finalement, on ne sait pas trop où ça va. Et en fait... Dropbox ou n'importe quel autre service qui permet d'héberger des datas, donc par exemple Drive, Google Drive, des trucs comme ça. Ce sont des serveurs qui, comme on a pu voir dans le sujet précédent, donc ce sont des data centers avec des serveurs, avec du storage relié, etc. Et ce sont vraiment des... En fait, c'est un centre de données. C'est vraiment purement un centre de données où il y a un service avec une jolie page web. Hein. Par exemple, on fait dropbox.com, on tombe sur une jolie page web d'un joli site qui est hébergé à plusieurs endroits dans le monde en fonction de où on se trouve. Et ce service, en fait, on installe l'application, on synchronise nos données d'une manière magique. Si on prend l'avion et qu'on est de l'autre côté de la Terre, on sort son téléphone et on accède encore à nos données. C'est magique, vraiment c'est magique. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se disent « Oh, c'est génial ». Sauf que, il y a un petit détail, c'est que si on ne fait pas attention et qu'on ne prend pas garde, on ne réfléchit pas spécialement où sont stockées ces données. On a la chance, pour ceux qui habitent en Europe, on a la chance d'avoir notamment des réglementations européennes comme le GDPR, en français c'est RGPD, je pense. C'est le règlement général pour la protection des données. Et ce règlement stipule que, par exemple, pour les fournisseurs cloud, ils doivent stocker les données des utilisateurs européens sur des serveurs européens et pas des serveurs américains. Il y a une raison derrière, hein, c'est que pour les serveurs américains, il y a une loi qui stipule que n'importe quel juge de n'importe quel État, je pense, aux États-Unis, peut donner l'ordre de récupérer les données de tel utilisateur, de tel fournisseur cloud. Et donc, potentiellement, il y aurait un juge, j'invente, qui dirait ouais, moi je veux récupérer les données de Disnome, de toutes les données qui sont sur Dropbox, qui sont hébergées aux États-Unis. Légalement, il a le droit de le faire en fait. Et là, on a un problème, c'est que quand on est dans le cloud, on a un peu ce problème de ne pas savoir où vont les données. Il faut bien faire attention à ça. L'autre chose aussi, et c'est là on en revient à l'histoire de l'incendie, c'est que c'est bien d'avoir ces données dans le cloud, mais il faut aussi prévoir le cas où le fournisseur cloud, il a des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des solutions alternatives? Est-ce que dans le contrat, il y a une solution alternative qui est prévue? Si oui, de quelle sorte? Comment est-ce qu'elle est configurée? Est-ce qu'on doit la tester de manière mensuelle? Est-ce qu'on doit la tester une fois par an? Etc., etc. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça qui sont à prendre en considération. Et donc le problème, c'est que donc, comme OVH disait sur leur ticket, là, il recommande d'activer le plan de reprise d'activité. Le plan de reprise d'activité, c'est un Disaster Recovery Plan. C'est un plan qu'on met en place au cas où il y a un désastre. Typiquement, je n'ai plus accès à mes données parce que le data center a cramé, il y a un avion qui s'est scratché dessus, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a une copie des données quelque part?
Si oui, de quelle sorte? Est-ce que c'est un backup? Est-ce qu'on doit restaurer le backup? Est-ce qu'on doit faire quelque chose manuellement ou tout est automatisé? Est-ce qu'on a un site, un deuxième site? Quand je dis un site, c'est un deuxième data center sur lequel on a une réplication à chaud. Oui, non. Est-ce qu'on paye pour ça? Est-ce qu'on doit payer? Enfin, peu importe, il y a plein de trucs comme ça. Et donc, rien que par exemple, le fait de gérer des plans et de créer des plans de reprise d'activité, c'est un métier à part entière. Il y a des gens qui sont payés dans des boîtes pour gérer que ça. Parce que il y a tellement de services qui sont utilisés par les sociétés qu'à un moment, faut s'y retrouver dans tous les services. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on peut se passer, qu'est-ce qu'on doit absolument avoir besoin sans downtime, etc., etc. Et le problème il est là en fait, c'est que sur Twitter, je vais reprendre le tweet d'Octave, le premier tweet qu'il a fait. Donc celui-ci, voilà. Donc ça, c'était le premier tweet qu'il a fait. Et si on se... Ouais, il a massivement tweeté, bien entendu. Et donc voilà, première personne qui dit comment est-ce qu'on active le Disaster Recovery Plan. Donc le DRP, comment est-ce qu'on l'active? C'est une question légitime. Bon, il y en a d'autres qui disent que chez OVH, ce sont des touristes. Alors, je sais pas, je suis pas client OVH. Donc, je sais pas s'ils ont une bonne qualité de service. Je ne sais pas. Alors, il y en a un qui va carrément à chaud en disant dans un data center professionnel, tout couper parce qu'il y a le feu n'est pas très professionnel. Quand je suis là, je lis ça, je suis là, mais mec, qu'est-ce que tu racontes quoi? Enfin, est-ce que tu es au courant? Enfin, c'est un feu, limite. Enfin, ce qui est le plus important, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui sont blessées ou mortes dans l'incendie? Tes données après, ça vient en second plan. Et surtout, limite, tu t'en tapes qu'il y ait un incendie. Enfin, pour toi, tu t'en fous. Tu as juste payé un service cloud. Donc, c'est un incendie, c'est pas ta responsabilité. Donc, tu t'en balèques. Et puis, l'autre chose, qui pour moi est aussi important, c'est tu dis, mec, active ton plan DRP, hein, comme tout le monde. Et donc, il demande combien d'heures ou de jours est-ce qu'on va attendre de ça. Sauf que, on parle d'un incendie où il y a un décès qui a complètement cramé. Donc je doute fortement que le DC va se reconstruire en 38 heures, enfin 48 heures ou 72 heures. Non, non. At least on peut s'organiser. Bah ouais, mais enfin bref, on va pas de bashing, pas de bashing. On va pas le bâcher. Est-ce qu'il y a des gens qui ont survécu? Est-ce que tout est ok? Nos data sont dans SPG2, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, lui, il est en panique totale, en mode PLS, hein, comme la plupart des gens. En mode, je sais pas quoi faire, je maîtrise absolument pas le cloud. Je pensais que c'était un service magique où je paye et que tout est automatique, mais non, 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 ce n'est pas ça le cloud. Bienvenue dans la réalité. Et nos données disparues. Ah clairement les données qui étaient sur le storage qui se trouvait dans le DC, oui, elles ont disparu. Ah oui, clairement oui. Mais normalement, elles doivent être répliquées. Donc c'est mon entreprise dans vos serveurs. Mes backups sont dans vos servers. Que faire? Le truc c'est que là, quand tu lis ce genre de choses, tu te dis, ok, c'est bien que tu aies mis tous tes serveurs et toutes tes données au même endroit. En fait, non, techniquement, c'est pas bien du tout. Faut pas faire ça déjà. Mais si tu n'as pas, si pas prévu une réplication sur d'autres sites physiques, donc par exemple, je sais pas moi, si tu veux rester en France parce que tu es français et que ton entreprise est française, alors dans ce cas-là, tu fais, je sais pas moi, si ça existe, tu fais un DC, tu prends tes données à Strasbourg ou à Roubaix, et puis tu en fais un autre à Montpellier, ou j'en sais rien, je sais pas où sont leurs DC, donc, mais voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas faire comme ça? Alors, salut, je viens de commencer sur YouTube. Est-ce que tu as des conseils à me donner? Ce serait gentil. J'en sais rien. Je suis pas YouTuber. Donc, ça dépend déjà ce que tu veux faire. Et voilà. Et puis des conseils sur quoi? Parce que des conseils, ça dépend aussi de quoi tu veux parler.
What the fuck are we getting refund? Alors, est-ce qu'on va être remboursé? Ouais, question en suspens, ça c'est à voir. Est-ce qu'on peut activer le plan de désastre? De quelle manière? Alors ça c'est un autre problème effectivement, et c'est le genre de choses qui peut arriver, voilà, c'est comme ça qu'on prend une maturité. Merci PGF et Vanus pour le follow, c'est cool. Donc ouais, il y a aussi une question de se dire, ok, je veux activer mon plan DRP, parfois il faut le faire manuellement, ce que je peux comprendre. Dans ce cas-là, comment on fait? Est-ce que je dois accéder à un panel d'administration? Et le problème, je pense que c'est ce qui s'est passé ici, c'est que le panel d'administration était hébergé au même endroit et il n'y avait pas de réplication pour ce panel-là à proprement parler. D'après ce que j'ai pu lire sur Twitter en tout cas. Et donc les gens se retrouvaient un peu bloqués. Là par contre c'est pas cool. Ça c'est si c'était pensé comme ça, c'est vraiment pas cool du tout. Pour moi la seule solution est de builder un data center avec des niveaux militaires. Ah oui, les niveaux de data center, ça aussi on devrait en parler, ce serait pas mal. En fait il existe 4 tiers, 4 tiers, donc 4 niveaux de data center de T1 à T4, T1 étant le plus basique, qui coûte le moins cher bien entendu, T4 étant le plus parano des data centers avec réplication complète de tout, enfin voilà, c'est ce genre de choses, sas de sécurité, machin, donc ça dépend, voilà, ça dépend, il y a différents types de tier level. Comme c'était le cas il y a un temps, avec des niveaux de sécurité très élevés. Bah, ok, je vais finir son tweet et puis je vais réagir par rapport à ça. Parce qu'il y a des choses intéressantes dans ce qu'il dit. Et puis parfois, c'est overkill. Alors, le problème d'OVH, c'est qu'ils ont utilisé des solutions de containers. Alors, je sais pas si le DC2 c'est container ou pas. Le DC1, oui, clairement. Le DC2, je suis pas persuadé parce qu'on voit pas les portes. On voit que tout le métal a complètement été déformé avec le choc thermique, mais je ne sais pas si c'est vraiment des containers le DC2. Je sais pas, On va voir ça. Donc ça a aidé le feu à... Ah, stop click. Ça a aidé le feu à tout détruire. Si au moins il y avait un peu plus d'investissement dans la sécurité. Alors, de nouveau, oui et non. Ça dépend de ce que tu veux faire en fait, dans le sens où si par exemple ton data center il est en mode on s'en fout, s'il crame, on a de toute façon une réplication ailleurs, donc on va pas investir dans du matos de pointe, c'est pas nécessaire. Nous, ce qui nous importe, c'est que nos clients ne payent pas très cher et donc ils auront une qualité de service équivalente au budget qu'ils mettent dedans. Et puis on a une solution de backup sur le côté. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, d'autres disent non, non, moi je veux absolument que mon data center il soit bulletproof, qu'il soit ultra blindé. Genre, il y a un tsunami, ça fera rien du tout, il continuera à fonctionner. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça dépend. Ça dépend des choix de chacun. Et typiquement, et c'est ce que j'aime bien, data center Proton Mail. Proton tout court en fait. Alors, si je dis pas de conneries, c'est chez eux. Je crois que c'est chez eux. Je regarde si c'était bien ça. Alors ça, c'était il y a 2 ans. Euh... Je lis en même temps. Je regarde si c'était bien ça. Ouais, c'est bien ça. Ok, c'est bien ça. C'est bien eux.
Donc au moins j'ai la confirmation que je balance pas de la merde en live. Ce serait quand même pas ouf. Donc typiquement ProtonMail et ProtonVPN, Proton en fait, protonmail.com. Donc c'est une boîte qui est basée en Suisse et qui propose des solutions. Donc ici ce sont des mails, principalement du mail et du VPN, qui est ultra sécurisé. Et dans le domaine de la cybersécurité, ils sont méga bien réputés. Voilà. Si vous avez quelqu'un, un ami qui par exemple a une adresse toto@protonmail.com, vraiment c'est chouette. Vous pouvez lui mettre un petit thumbs up, c'est cool. Vraiment, moi j'en ai quelques-unes des adresses email chez eux. Et vraiment c'est top. Alors, le GUI, comme on peut le voir, est un peu archaïque, je dirais, mais le taf derrière est vraiment bien. En fait, ils ont plusieurs niveaux de sécurité. Et pourquoi est-ce que c'est bien? C'est ça, en fait. C'est qu'ils ont plusieurs niveaux de sécurité. Que typiquement, un incendie qui aurait eu, par exemple, chez OVH n'aurait potentiellement pas d'impact chez eux. Parce que, et c'est ce qu'ils disent ici, chez eux, en fait, donc leur data center est basé en Suisse. Et il est basé dans un bunker qui se trouve à 1000 mètres en dessous de la roche de granit. Donc il y a 1000 mètres de roche de granit au-dessus de leur tête, et donc ils ont un énorme bunker qu'ils ont récupéré, qui était avant un bunker militaire, et qu'ils l'ont transformé dans un data center. Le but étant que la sécurité des données soit non seulement software, via tous des systèmes de chiffrement très bien pensés pour les mails et le VPN, mais également pour une sécurité physique, qu'il n'y ait pas de vol, qu'il n'y ait pas de perturbation au niveau de météorologique ou autre. Voilà. Et donc c'est pour ça que moi personnellement, s'il y a une boîte dans laquelle je mettrais des thunes à investir, c'est chez eux. Vraiment, ils font du très bon taf. Et c'est pas comme nos amis de NordVPN qui font leur pub partout sur YouTube. Vraiment, si vous voulez utiliser un VPN, on fera un sujet de VPN. Alors, ok, ça peut être sympa. On fera un sujet VPN où ça parle justement des différentes solutions de VPN. Et on pourra bâcher NordVPN comme il faut. Alors, on a dit pas de bashing, les gars. Donc ça, c'était un petit aparté avec ProtonMail. Et donc ouais, ils disent réactiver leur plan de DRP. Bon, ici voilà, on a eu pas mal de... donc voilà, ça c'est un meme qui représente tout en fait. Hein. Ça, c'est un meme qui représente vraiment tout. Ou alors, Disaster Recovery Plan. Ben non, en fait, tu blâmes le provider. Hein, donc Twitter shaming, hein, comme d'hab, avec des gros Pikachu face. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi la sécurité, on ne sait pas comment bien gérer un DRP. Donc quand ça arrive, eh ben on voulait pas mettre de thunes là-dedans, ben voilà, ben on est niqué. Hein. Voilà, tout simplement. Pour ce genre de choses, il y a qu'à en prendre à soi-même, je dirais, c'est pas ouf. Par contre, ce qui est un peu moins cool, c'est quand le manager déconne. Quand tu sais plus accéder au manager, ça c'est pas ouf par exemple. Donc forcément, ça c'était une première partie. Donc ça c'était une première partie et donc après ils ont forcément rajouté des infos au ticket. Donc à 1h30 de l'après-midi ils ont mis voilà l'incendie sur le site de Strasbourg. Donc le mercredi 10 mars à minuit 47, donc un incendie s'est éclairé dans une des salles de nos 4DC à Strasbourg, le SBG2. Nous précisons que le site ne fait pas l'objet d'une classification Céveso. Alors la petite classification Céveso, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai appris pour le coup en me renseignant. J'ai appris que Céveso en fait c'est une ville en Italie. Et il y a eu un incendie, un énorme incendie dans une usine chimique qui a provoqué énormément de retombées de santé, un impact sanitaire important à Seveso, qui était la ville d'à côté en fait.
Ça fait aussi penser à notamment ce qui s'est passé à Tchernobyl et Pripyat, qui est la ville juste à côté, hein, bien sûr. C'est la même idée. Et donc les sites Céveso sont des sites où typiquement AZF, oui d'accord, sont des sites et pendant ce temps il y a Sergent Frost qui essaye de communiquer dans le chat. Va-t-il y arriver? et, et donc ouais, voilà, ce sont des sites qui sont protégés, ce sont des sites qui sont considérés comme critiques, que le jour où il y a un gros problème, qu'on évacue par exemple les villes alentours. Voilà. Mais ici, c'est pas le cas, donc il n'y a pas de stress. L'usine AZF à Toulouse qui a pété. Ah ouais? Je connais pas. Je connais pas l'usine AZF. C'est quoi comme type d'usine? Et donc, les pompiers sont immédiatement intervenus sur site afin de protéger les équipes et limiter la progression de l'incendie. Alors, chose qui est bien, spoiler, alors peut-être qu'ils vont en parler après, c'est qu'il n'y a pas eu de mort, hein. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu. Donc, pas de perte humaine, donc ça c'est déjà très très bien. Donc ils ont ainsi procédé à l'isolation complète du site et son périmètre dès 2h54. À 4h09, le feu a détruit SBG2. Hein, voilà, bon, je pense qu'il n'y a pas de commentaire à dire quand on voit ce genre d'image. Donc l'usine AZF de Toulouse est détruite le 21 septembre 2001, ah ça remonte déjà, par l'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium. Tiens donc, le nitrate d'ammonium, c'est ce qui s'est également passé à Beyrouth. C'est ce qui s'est passé à Beyrouth il y a quelques semaines, quelques mois. C'est le même truc. Entraînant la mort de 31 personnes, faisant 2500 blessés et de lourds dégâts matériels. Ah ouais, chaud. Waouh, ok. À ce propos, j'ai vu une vidéo très intéressante en tant qu'à parler des usines et, euh, et de ça. J'ai vu une vidéo très intéressante, Mediapart qui avait fait ça. Mediapart, Beyrouth. Ouais, voilà, c'est une vidéo très bien faite. Alors je coupe le son, mais alors ça va pas parler à proprement parler de l'explosion en tant que telle. Il est en fait certain que si vous avez votre data center qui est juste à côté, bien entendu, il est détruit. Ah là, ça va de soi. Mais ce qui m'a surtout choqué quand j'ai vu les vidéos, comme beaucoup de monde, hein, je présume, a vu les vidéos, c'est la puissance l'onde de choc en fait. L'explosion est excessivement impressionnante. Il faut savoir que ce qui est à côté, ce sont des silos qui font genre 50 mètres de haut, un truc comme ça. Et c'est voilà, c'est huge, hein, c'est énorme. Hein. L'entrepôt est déjà grand de base, donc tu vois le truc à côté, c'est juste gigantesque. Hein. Et quand tu vois l'explosion en une fois euh, qui arrive, t'as l'explosion, enfin regarde, la boule de feu, fait genre, je sais pas moi, 100-200 mètres de haut. Enfin voilà, c'est ultra choquant. Et en fait, ce qui est bien dans ce reportage, c'est ils ont fait une analyse avec super keyword l'IA, bien entendu. Donc ils ont fait une analyse de toutes les images et ils ont rassemblé entre elles pour avoir une modélisation 3D de ce qui s'est passé réellement. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, de pouvoir faire des suppositions sur comment était agencé, par exemple, le nitrate d'ammonium, les pneus, il y avait encore d'autres trucs à côté. Comment était agencée l'usine et comment est-ce qu'on en est arrivé à une telle explosion et tel incendie. Et là, on voit vraiment la modélisation de toute la ville en 3D. C'est vraiment impressionnant comment ils ont fait ça. Et ils ont utilisé ce qu'on appelle un projet qui est Forensic Architecture, qui permet justement, basé sur des photos, de pouvoir reproduire un modèle 3D de tout ça. Et basé sur les timelines de Twitter, ils ont pu reproduire de manière très précise ce qui s'est passé dans cet incendie. Donc voilà, on va un peu jumper. Hop, hop, et ils expliquent vraiment l'angle de la fumée. On voit qu'il y avait tel angle, et puis à un moment, il y avait tel autre angle. Et ce qui est bien, c'est qu'ils montrent, voilà, avec une autre vidéo, c'est un autre angle, patati patata. Donc, ils montrent vraiment de manière détaillée toute l'analyse en fait de cette vidéo. C'est très 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 bien fait et on voit vraiment
la progression en fait de l'incendie. Et donc ils montrent vraiment tout, ils analysent le type de fumée, la colorimétrie de la fumée, etc. Vraiment, c'est waouh. Là, tu dis, ok, à tel moment, la fumée devient plus dense, donc on présume que c'est à ce moment-là que, je pense que c'est ce qu'ils disent à ce moment-là, ils disent qu'on présume fortement que ce sont les pneus qui ont commencé à brûler à ce moment-là, sachant que les pneus, ça brûle longtemps, et donc ça a un apport énergétique dans enfin, un apport énergétique, un apport thermique dans l'entrepôt qui a encore augmenté comment est-ce que je pourrais dire ça? Euh, le point de turnover, enfin, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça, le point où le nitrate d'ammonium est rentré en fusion et où a explosé. Alors, s'il y a des chimistes dans le coin et que je dis de la merde, corrigez-moi. Et là, c'est assez insane. Ah oui, il y avait toute la partie feu d'artifice, hein, parce qu'il y avait de la poudre stockée pour les feux d'artifice. C'était vraiment, s'il y avait genre un cocktail Molotov à faire, c'est ça. Et là, on voit la boule avec une amplitude de 180 degrés, hein, donc c'est vraiment, ça a tout pété. Et vraiment, voilà, non, vraiment, je trouve c'est très bien fait. On peut voir le centre de l'explosion qui est du coup de l'autre côté de l'entrepôt, qui est plus du côté où il y avait potentiellement les pneus. Euh, et on voit la propagation de l'incendie, qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, vraiment, je trouve que c'est une super analyse. Alors, on va jump cut. Là, on voit toutes les portes, l'analyse avec toutes les portes. Donc, il faut s'imaginer, c'est qu'il y a un mec qui était à côté de l'entrepôt quelques minutes avant que ça pète. Donc, on sait même pas. Enfin, là, on voit la vidéo, mais elle est peut-être uploadée en live dans le cloud, donc on sait pas. Mais peut-être que le mec, il est mort, en fait. On en sait rien. C'est chaud. Franchement, c'est très chaud. Et il faut s'imaginer que tout ça n'existe plus. Tout a été complètement rasé. Donc ils font vraiment une analyse détaillée, une simulation en disant, ben voilà, on estime qu'il y avait celui qui a disparu depuis A, s'il n'a pas couru assez vite, oui. Donc ça c'est tout le nitrate d'ammonium qui était stocké, on voit que c'était très bien stocké, hein, donc les règles de sécurité en vigueur étaient bien respectées, donc il n'y avait vraiment aucun stress par rapport à ça. C'est totalement faux. Et, euh, Et donc, ouais, on voit le truc ici. Et donc là, c'est ici, c'est ce qu'ils disent. Voilà, il y avait à peu près 2000 mètres carrés de nitrate d'ammonium. C'était ça, hein, je pense. Avec la sphère qui était ici au milieu. Ou alors c'était autre chose, ça, je sais plus exactement ce que c'était. Et donc voilà, il y avait l'histoire avec les pneus, il y avait l'histoire avec les feux d'artifice qui étaient là. Mais il y a d'autres médias qui donnent d'autres hypothèses, et patati et patata. Et donc, il montre le blast. Ah oui, ça c'est aussi l'autre chose, c'est que normalement, l'entrepôt, donc dans ce cas-ci, ça ne s'applique pas pour OVH, mais l'entrepôt en question, qui était normalement censé être sous Seveso, doit être installé à une certaine distance. Il doit être installé à une certaine distance des habitations au minimum. Donc, l'habitation la plus proche était à 480 mètres, ce qui était hors norme. Normalement, c'est pas bon. Et la minimum distance, normalement, pour bien faire, ça aurait dû être 1570 mètres. Je pense, si j'ai bien compris ce qu'ils avaient expliqué là. Donc, dans ce radius-là, tout ça, tous ces habitants-là, soit ils n'auraient pas dû être là, soit c'est l'usine qui aurait pas dû être là en fait. Mais je pense plus que c'est l'usine qui aurait pas dû être là que le contraire, hein. Enfin, l'entrepôt plutôt, l'entrepôt. Donc, non, non, et le pire en fait, c'est que donc il y a eu des rapports à plusieurs reprises. Dans la vidéo, ils ont montré ça. Donc, ils ont montré différents rapports qui ont déjà été émis, genre depuis 10 ans. Depuis 2013, on voit ici les premiers rapports de 2013, puis ils sont revenus inspecter plusieurs fois. Donc, ils disent à plusieurs reprises attention, il y a le matériel qui est entreposé qui est dangereux. Et à plusieurs reprises, ils l'ont fait, mais ils n'ont jamais corrigé le tir, hein, bien entendu, parce que toujours il y a une question de monnaie, hein. Money derrière. Toujours une question de money. Et bien entendu, après, bon, il y a le rapport et on voit tous les dégâts qui est assez ouf, quoi. Je vais vous partager le lien dans le chat. Vraiment, si vous avez le temps de regarder, ça, je trouve que ça vaut la peine. C'est assez intéressant à regarder. Du coup, on retourne notre cher ami SBG2. Et donc, alors, même quand les règles sont respectées, des incidents imprévus arrivent. Oui, bah oui, oui, tout à fait. Je pense que Fukushima est un des bons exemples, hein. Tous les systèmes de sécurité qui auraient dû
fonctionner, qui ont été mis en place, qui auraient dû fonctionner, n'ont pas pu fonctionner parce qu'ils ont tout eu en même temps en fait. Ils ont eu le tremblement de terre, le tsunami, la coupure d'électricité, ils ont eu tellement de trucs en parallèle qui n'ont pas été prévus dans leur plan catastrophe. Ils avaient prévu des plans catastrophes, mais pas suffisamment poussés peut-être. Donc dans cette histoire, le plus impressionnant, c'est qu'il y a eu des blessés super loin de l'explosion à cause de l'onde de choc, les vitres brisées, etc. Ouais, et j'ose même pas imaginer le nombre de morts. J'ose même pas imaginer le nombre de morts sur le port, par exemple. Après, ce qui est bien, alors je mets des gros guillemets, c'est pas bien, mais le côté positif de l'histoire, de ce qui s'est passé à Beyrouth, c'est que l'incendie a duré quand même pas mal de temps. Et en général, tu te dis, quand ça pue, on s'écarte. Même si la plupart du temps, les badauds, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rapprochent comme des gros glandus et ils filment pour avoir un maximum de likes et de retweets, hein, forcément. 207 morts, ouais. Plus de 6500 blessés. Ah, 9 disparus, merde, aussi. Bah, 6500 blessés, ça me paraît cohérent. Quand tu as vu l'onde de choc, allez, merde, ça a détruit. T'imagines, les châssis des fenêtres ont été soufflés. Un châssis de fenêtre, merde, quoi. Enfin, même quand t'as une tempête, ton châssis il bouge pas. Donc, non, c'était impressionnant. Ce qui s'est passé, c'était vraiment extrêmement impressionnant. Et surtout, en fait, on a 6500 blessés, mais j'ose pas imaginer la suite, en fait. Parce que forcément, tu as les hôpitaux qui ont été touchés. Tu as, même si tu veux reprendre le business, toutes les entreprises, tous les locaux, tout est à l'arrêt. Tu as très probablement aussi tout ce qui est des gestions électricité, eau, gaz, les égouts qui ont été impactés. L'onde de choc a probablement bougé les terrains, donc les bâtiments ont eu leur structure modifiée, instable. Donc ouais, c'est sur le moment même, c'est déjà grave, mais tu as aussi tout l'impact sur le long terme derrière qui est à mon avis aussi extrêmement problématique. Donc, j'en étais où? On va arriver à faire le truc. Alors, je pense pas qu'on va faire tout le truc parce que c'est lourd. On va regarder juste le début, au moins le début de l'incident, ce qui est déjà pas mal. Comme ça, on a un peu une idée de qu'est-ce qu'ils ont fait en priorité comme action. Et ça, c'est bien. C'est là que tu te dis, ok, ils ont pensé, ils ont bien pensé quand ils auraient un désastre, ou bah, ils ont absolument pas pensé le truc et ils ont fait tout à l'arrache. Mais ici, ils ont plutôt bien fait le truc, je pense. Donc depuis 5h30, le site est inaccessible à nos équipes pour des raisons évidentes de sécurité, sous le pilotage de la préfecture. Donc c'est-à-dire en gros les pompiers et la police, hein, bien entendu. Juste principalement le commandant de pompiers qui dit Coco tu peux rentrer ou Coco tu ne peux pas rentrer. La sécurité du bâtiment n'est pas validée, je sais pas comment, assurée. Donc l'incendie est désormais circonscrit, ça c'est bien. Donc nous sommes soulagés qu'aucun blessé ne soit à déplorer, ni parmi nos équipes, ni parmi les pompiers et les services de la préfecture, que nous remercions pour leur mobilisation exemplaire à nos côtés, clairement. Donc ça c'est plutôt bien. Grâce à notre parc opérationnel de 15 data centers en Europe, nos équipes techniques et commerciales sont pleinement investies pour accompagner nos clients, mettre en œuvre des solutions et pallier l'indisponibilité de notre site Strasbourgeois. Alors, je ne connais pas toutes les offres chez OVH. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est prévu dans quel contrat, mais la plupart du temps, quand tu as un VPS, t'as pas de SLA. Et donc, ben, si ton VPS il est stocké à un site, t'as plus rien en fait. Si tu stockes enfin, tu héberges ton site sur un VPS. Donc un VPS c'est un Virtual Private Server, donc c'est une machine virtuelle en fait, hein, purement une machine virtuelle. Et donc si tu hostes par exemple ton site sur une VM chez OVH, il y a peu de chances qu'elle soit totalement répliquée, qu'un storage répliqué patati patata sur d'autres sites. Parce que tu payes pas pour ça en fait, tout simplement. Et c'est pour ça, parce que ça coûte rien. Tu payes genre, je sais pas moi, un qui me suffit, c'est 2 € par mois. D'où tu vas avoir comment est-ce que je pourrais dire ça? Un plan DRP
digne des plus grosses sociétés dans le domaine pour 2 euros par mois. Pas possible, on fait pas ça. Et il y a des gens qui ont eu des Pikachu face parce qu'ils se sont dit oh mon dieu, mon site il est hébergé sur un hébergement que je paye 2 euros par mois et il fonctionne plus. Oh là là, bah oui, en même temps tu mets 2 euros par mois, forcément qu'il ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. C'est toujours la même chose, hein. C'est toujours, malheureusement, on est dans un monde capitaliste et c'est toujours la même chose, c'est tout est à base d'argent, soit on a l'argent et on demande à quelqu'un d'autre de le faire, via de la consultance, via un service cloud. Ah, Mendil de retour. Yo. On est sur le post-mortem. Yes, on est sur le post-mortem d'OVH. Yep. C'est ça. Donc on a discuté, alors pour les VPS, pas les qui me suffit, il y a un truc de sauvegarde, par contre aucune idée si on est dans un cadre de SLA. Ben, j'ai aucune idée, je sais pas, et je présume fortement que ça dépend des contrats. Ça dépend du contrat que tu as, parce que alors j'ai eu un temps, et je crois que j'ai encore un service qui tourne chez OVH d'ailleurs, que je paye chaque année, que je n'utilisais absolument pas, qui est, je pense que SLA 99.9. Ah ok, bien. Il y a aussi le moment où, à force de vouloir économiser, on finit par perdre plus. Eh bien, c'est une très bonne réaction et c'est totalement vrai. Et c'est ça, en fait, que limite, je vais dire, professionnels de la sécurité, j'aime pas utiliser ce terme, c'est pompeux, mais en tout cas, nous qui avons l'expérience sur le terrain de ce genre de choses, ça nous arrive au quotidien enfin moi ça m'arrivait par exemple avant au quotidien de me battre et me dire mais les gars, chez un client, je sais que par exemple vous êtes limité au niveau budget, mais là clairement vous allez dans le mur. S'il y a le moindre problème, les conséquences vont être encore plus dramatiques. Il y en a certains qui prennent le risque, d'autres qui prennent pas le risque et qui payent, qui acceptent de dégager un budget supplémentaire. Ça dépend. Ça dépend, c'est une gestion de risque en fait, hein. Mais clairement, c'est le même principe que pour les ransomware, hein. On est absolument dans le même principe de perte de données qu'un ransomware. Ransomware, tu perds tes données, tu perds tes backups, 6 mois plus tard, t'es faillite. Voilà, si tu ne peux pas restore, t'as tout perdu, t'as perdu ta compta, t'as perdu tes fichiers clients, toutes tes infos clients, t'as perdu tes datas, t'es faillite. Tu peux tout recommencer, c'est faillite. C'est tout, enfin... Sans compter les procédures juridiques qui vont arriver contre toi parce que justement, tu ne peux pas fournir le service auquel les clients ont souscrit. Donc, ouais, non, faut pas prendre ce genre de choses à la légère, vraiment pas. Et donc ouais, on disait que, voilà, donc on a un peu parlé de la structure du site de Strasbourg avec les 4 DC. On a parlé le fait que eux ne font pas partie d'une classification Céveso, puis bon, on a un peu divergé sur ce qui s'est passé à Beyrouth. Et je vais remettre le lien de la vidéo qui est vraiment bien dans le chat. Qui est une analyse de Mediapart en 3D de l'explosion à Beyrouth, basée sur des médias partagés sur Twitter. C'est vraiment très bien foutu. Vraiment à regarder. Je trouve vraiment le truc basé sur un projet qui se trouve sur GitHub, qui est vraiment très très bien fait. Alors, tu préconiserais une sauvegarde tous les combien de temps et sur combien d'appareils différents? Je peux pas répondre à cette question parce que c'est trop large comme question. En fait, tu as différents types de backup et ça dépend de. Il y a plein de paramètres à prendre en considération. Et c'est pour ça, encore une fois, que je répète, mais on en parlera juste après dans l'autre sujet qui est les métiers de la cybersécurité. C'est un métier à part entière de définir comment tu gères tes backups. C'est un métier, c'est une science carrément, c'est pas de la blague. Dans le sens où, si tu es une toute petite société, la première chose à regarder, c'est est-ce que j'ai la possibilité de backuper mes données? Est-ce que mes données sont backupées? Est-ce qu'elles sont backupées à l'extérieur, sur un site tierce, de manière sur bande? Alors si ça se fait encore, je ne sais même plus si ça se fait encore, mais je pense que oui. Ou alors offline dans des coffres-forts ou n'importe quoi. Si oui, est-ce que c'est testé régulièrement de faire un restore des backups? Il y a toujours les tips. Ah ben voilà, top. Ouais, les tips, c'est ouf, hein. Ça marche tellement bien ce truc.
Et après, ils ont évolué, hein. Avant, on avait des tapes, ça faisait 1 giga, 1 giga le tape. Maintenant, on a des tapes de 100 gigas, 200 gigas, plus 500 gigas. Parce qu'on a réussi à simplement avoir des compressions assez ouf. Alors, je vais me servir un truc à boire en même temps. Ok, et donc, je dis ok, mais j'aime pas bu en fait. Hop. Euh, donc, euh, c'est une question qui est très large pour répondre à toi, Sergent. Pour l'histoire des backups, c'est une question qui est très large. C'est difficile à dire réellement ce que tu aurais besoin. Le strict minimum, c'est d'avoir des backups, des full backups, on appelle ça des full backups. Donc ce sont des backups de ton infrastructure complète, à savoir les backups de tes serveurs, les backups de toute ta partie réseau également, de toute la partie applicative, les bases de données, tout ça, donc tous les systèmes applicatifs, bases de données, tout ça, ça doit être backupé. Et donc quand on dit un full backup, ça signifie que tu prends une image complète de toute ton infrastructure, tu la mets sur des tapes, n'importe quoi d'autre, peu importe, et tu le backup à l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on appelle un full backup. Après, tu as ce qu'on appelle des backups incrémentaux, et là, c'est un peu mieux foutu. C'est que euh, au moment où tu as fait ton full backup et au moment où tu vas faire ton backup incrémental, tu as un delta. Admettons, je vais prendre un exemple. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Je réfléchis, comment est-ce que je pourrais faire ça? Pardon. Alors par exemple, voilà, ici j'ai mon Windows Sandbox, ok? Donc c'est mon système d'exploitation. Et mon système d'exploitation, là il est à vide. Donc quand je vais le backuper, il va backuper l'entièreté du système d'exploitation. Puis un jour, je crée un fichier. Hop, voilà, j'ai mon fichier en plein milieu. Donc au lieu de rebackuper l'entièreté du système d'exploitation avec le fichier, parce que ce serait très volumineux et pas un peu con hein, de le faire, on fait un incrémental. Ça signifie qu'au lieu de backuper l'entièreté du système, on backup le fichier. Et au moment où on veut faire un restore, on prend le backup, le full backup, le dernier full backup, plus les incrémentaux jusqu'au moment où on veut, et on obtient le système restauré. Ça prend plus de temps, bien entendu, mais ça prend moins de place. Alors, ce que l'on voit souvent, c'est un jour, donc un par jour, et on garde un jour sur 7 jours, puis un par semaine sur 4 semaines, puis un par mois sur 12 mois. Ouais, certainement. Personnellement, j'en sais rien. Je suis pas spécialiste backup et j'ai jamais géré ça en tant que système engineer. Donc, ouais, mais ça a du sens. Ça a du sens de les backuper. Au début, en fait, ce qui importe, c'est les dernières semaines. Vraiment, les dernières semaines, en termes business, c'est souvent le plus important. Donc, c'est là que tu veux plus de granularité, donc tu fais plus de backup à ce moment-là. Et au plus tu arrives dans le long terme, donc genre 6 mois, 1 an, 2 ans en arrière, au plus tu vas perdre en granularité, mais c'est ok parce que c'est beaucoup plus rare de devoir revenir à un certain moment. Et le fait en général, en plus, si on retourne en arrière, c'est pas pour restaurer un système, mais c'est purement pour récupérer une donnée qu'on s'est rendu compte qu'on a perdu en cours de route. Je sais pas moi, c'est le, 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 le file share de Madame Michaud, la secrétaire. Oh, c'est pas cool de dire ça. Euh, typiquement, voilà, je sais pas moi, elle avait son PDF de présentation PowerPoint qu'elle a faite il y a 6 mois. Il y a 2 mois, elle la delete et elle en a besoin aujourd'hui. Elle se rend compte qu'elle la delete. Ben, on va aller regarder dans les backups. On va aller regarder dans les backups à moins 1 semaine, moins 1 mois, moins 2 mois, etc.
entre nous, ça se fait automatiquement. Tu dis juste je cherche, tu as l'historique dans le système de backup et puis voilà quoi. Il y a plein de solutions de backup qui existent. Hein. Tu as Vim par exemple qui marche très bien pour la partie virtualisation. Ils font pas mal de trucs assez cool par rapport à ça. Mais après, t'as pas mal. Je pense que tu as Acronis aussi qui fait pas mal de trucs. Enfin voilà, des solutions de backup, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est un peu la manière de faire, je dirais, de base. Ce qui est très important, c'est non seulement de backuper et donc de t'assurer que c'est correctement backupé sur un site tierce, mais c'est aussi de faire un restore. Donc tu dois tester tes restores. Si tu testes pas et que le jour où tu as un désastre et que tu veux faire un restore et que ça plante, ah, tu seras pas bien parce que non seulement tu as fait un backup, ça t'a coûté de l'argent, mais en plus tu peux pas l'utiliser. Donc t'es quand même niqué. Donc autant ne pas faire de backup à ce moment-là, tu vois. Donc c'est le même principe. Donc si tu en fais des backups, toujours tester que le restore fonctionne. Ça c'est très important. Euh, Après, tu as plusieurs types de sauvegardes qui existent. Tu peux avoir aussi des sauvegardes locales qui sont parfois temporaires. Si par exemple tu as des serveurs virtualisés, tu peux faire ce qu'on appelle des snapshots ou des checkpoints, ça dépend de quelle technologie tu utilises, mais c'est le même principe. Donc en gros, tu fais une image, c'est comme tu prenais en photo ta VM et tu gardes cette photo. Et de cette photo-là, tu repars en incrémental, tu fais ta petite popote, puis tu peux refaire une nouvelle photo et ainsi de suite, et puis tu peux revenir en arrière si tu veux, ou les détruire, etc. etc. Faut bien prendre aussi en considération, ça c'est un pro tip qui est intéressant, c'est que si tu fais ça, euh, en faisant des snapshots, ta VM va avoir des pertes de performance. Donc voilà, il faut le savoir, c'est tout. Mais bon, toute la partie virtualisation, ça, un jour on en parlera. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. OVH, ils ont 15 data centers en Europe. Ça, c'est bien, je savais pas. Nos équipes techniques, commerciales, blablabla, on s'en fout. Alors, notre mission est d'offrir à nos clients une qualité de service. Là, ils sont en train d'arrondir les angles. Là, c'est communication commerciale, les gars. On prévient tout le monde que ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, il va y avoir un petit downtime, mais ça va le faire. S'il vous plaît, ne faites pas une action juridique. C'est un peu ça. Ils ont une qualité de service optimale pour accompagner les activités en ligne et nous savons l'importance cruciale que cela revêt pour eux. La com qui travaille à 100% pour faire style que tout va bien. C'est ça. Bah ouais, c'est exactement ça en fait. Mais c'est important. Et franchement, c'est important et c'est bien. C'est bien ce qu'ils font parce que je préfère, moi personnellement, en tant que client, de loin avoir une boîte qui a fait de la merde, qui le sait et qui communique de manière transparente au VH. C'est des Project Red, on en a parlé la semaine dernière. Pas pour les mêmes causes, mais en tout cas qui communiquent de manière, enfin avec beaucoup de clarté. Personnellement, je préfère de loin ça qu'une boîte qui va dire ok, on a eu un incendie, on va mettre ça sous le tapis, on va faire genre il s'est rien passé, pas de communication les gars, on étouffe l'affaire, on banne tous ceux qui en parlent sur Twitter. Enfin, t'es là, non, mec, non, non, non. C'est niveau com, si ça se sait, c'est un désastre. C'est un désastre. Faut jamais faire ça. Tu vas perdre en réputation et c'est complètement con de faire ça. Donc, non, je préfère de loin, et je pense que la plupart des gens, c'est la même chose. Je préfère de loin quelqu'un qui est transparent et qui dit oui, on a eu un problème, oui, il y a ça qu'on ne gère pas, il y a ça qu'on ne sait pas, mais maintenant on le sait pour la prochaine fois. Et moi, personnellement, je préfère de loin payer une boîte, enfin être client d'une société qui a eu plein d'emmerdes parce qu'ils ont appris, enfin, à condition qu'ils apprennent de leurs emmerdes, c'est encore autre chose, mais je préfère de loin une boîte où ils ont eu tellement d'emmerdes que maintenant ils sont rodés, vraiment ils ont un niveau d'expérience très élevé, qu'une boîte qui a jamais eu d'emmerdes et le jour où ça se passe, bah, ça se passe mal en fait. Voilà, moi c'est mon avis personnel. Tout le monde ne partage pas cet avis. Bah, d'ailleurs, dites-moi si vous partagez cet avis, comment est-ce que vous faites si par exemple, voilà, vous devez hoster un truc sur Internet, comment vous faites? Si vous devez hoster un site sur Internet, quel provider vous choisissez? Comment vous le choisissez? Euh, Quel est le budget que vous pouvez mettre dedans? Ce serait intéressant si vous pouvez partager votre budget. Et comme ça, peut aussi discuter de ça. Ça peut être sympa. Et en attendant, moi, je mange mon snack. Je fais même mieux de 2 minutes.
J'avais mon truc à manger qui traînait là en fait depuis genre 1 heure. Et il me regardait, et je le regardais, et il continuait à me regarder, et je le fixais, tu vois. Et il me disait, mange-moi, mange-moi, mange-moi. Et moi j'étais là, oui, j'ai envie de te manger, j'ai la dalle, mais je suis en live, je peux pas. Et finalement j'ai craqué. Alors, Amandine, toi tu utilises le FTP. Ah ouais, bah toi t'as un FTP de free.fr. Ouais, mais ça c'est triché ça. Ils font encore leur FTP gratos là? Ou c'est fini? À un moment, ouais, je sais que Free ils avaient plein d'offres. Bah, Free, gratos en fait. Mais dont la qualité de service était plus que doutable. Plus que douteuse, pardon. Et toi, Sergent, tu fais le ratio entre le prix et la réputation. Et sur quoi tu te bases pour déterminer la réputation d'un hébergeur? Tu fais comment? Tu te renseignes comment pour savoir si c'est bien, si c'est pas bien en termes de répute? Ça fait plus de 10 ans que j'ai ce FTP. Bah ouais, c'est ça. Il est toujours fonctionnel et inutilisé. C'est excellent. C'est excellent. Ouais, ben, je suis étonné que Free a toujours ce service-là de dispo. Je sais qu'à un moment, alors ça remonte, voilà, ça remonte aussi il y a très très longtemps, ils avaient, bah, ils faisaient des hébergements de sites gratos, hein, tu sais, tout le monde qui était avec son site .free.fr. Mais je sais pas si ce service existe toujours, par contre. Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de sites où je voulais retourner, genre plusieurs années plus tard, et qui était marqué ce site n'existe plus. Alors, soit c'est peut-être le mec qui avait créé le site qui a juste arrêté le truc, ou le mystère de tous mes cours, de tous les cours de mes profs en .free.fr. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? T'as tous tes profs qui est résolu. Ah, c'est-à-dire. Parce que tous tes profs, ils hébergent tous des trucs sur free.fr. Bah, c'est gratos, c'est pour ça. Certainement pour ça. Après, ça c'est un point. Je pense que, alors, ce serait un peu trop peut-être technique, mais ce serait intéressant de parler de ça. Attendez, je vais changer de scène. Ce sera plus sympa comme ça. Ça pourrait être peut-être intéressant, mais j'ai peur que ce soit trop technique ou pas assez attrayant comme sujet, de parler de tout ce qui est contrat de peering. Donc, c'est-à-dire les contrats qu'ont les fournisseurs. Alors, je vais dire de manière grossière, les fournisseurs d'accès Internet avec les fournisseurs cloud, ceux qui gèrent les points d'interconnexion mondiaux, genre level 3, des trucs comme ça, qui sont en fait euh, enfin voilà, enfin je sais pas, j'ai envie de parler de ça, de tous ces contrats qui sont utilisés, donc qui paye quoi. Est-ce que par exemple, si, enfin, alors par exemple, je sais pas moi, en France il y a un provider internet Orange, voilà par exemple, je sais pas moi, je prends n'importe lequel au hasard. Euh, alors, si je vais faire un hébergement, je regarderai ce qui est important, mais c'est un long débat. Le long débat, c'est ce qui est important. Et puis, bah, ça se discute de ce qui est important aussi. Qu'est-ce qui est important pour certaines personnes? Il y a un hébergement, c'est juste je veux du stockage. Pour d'autres, c'est je veux de la réactivité. Pour d'autres, c'est je veux que ce soit disponible worldwide. Euh, Ça dépend, il y a tellement de trucs d'utilité pour chacun. C'est vraiment différent, bien sûr. Et donc, ouais, par exemple, pour les stores avec Orange, bah, t'as Free, en fait, voilà, on va reprendre Free. Free, c'est très bien parce que c'est le point de débat. Et finalement, en fait, je voulais pas expliquer contrat de peering et finalement, je me rends compte que je l'explique quand même. Voilà. Euh, Typiquement, il y a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup d'utilisateurs de Free se sont plaints d'une lenteur extrême quand ils allaient sur YouTube. Et là, tu te dis, attends, comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui se passe derrière
pour que, au niveau du réseau, il y ait une lenteur extrême que pour les utilisateurs de Free. En fait, la réponse, c'est au niveau des contrats de peering. C'est-à-dire que quand tu vas sur Internet, donc toi, tu es chez toi, hein, tranquille, tu as ton ordinateur qui est relié à ta box, elle part dans la rue, et puis de la rue, elle part dans le cloud. Non, je déconne. Elle part chez ton fournisseur d'accès à Internet, donc ton provider. Question d'argent. Ben ouais, c'est toujours une question d'argent. Tout est une question d'argent sur Internet. Il n'y a que ça, malheureusement. Sauf pour la partie open source, mais ça, c'est autre chose. Et argent de concurrence. Argent et concurrence. Oui. Argent et concurrence. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et donc, une fois que je sais pas moi, par exemple, ta requête pour aller sur YouTube, elle arrive chez ton provider, qui est, par exemple, dans ce cas-ci, Free. Eux, ils vont transmettre l'information sur les brokers, hein, donc c'est tout ce qui est les nœuds d'interconnexion d'Internet, qui sont des énormes routeurs, enfin c'est tous des nœuds de plusieurs routeurs en fait, qui vont faire en sorte que ton paquet de ta requête, qui à la base partait de ton PC, va traverser l'Atlantique et elle va aller jusqu'aux États-Unis où il y a le serveur de YouTube. Bon, dans les faits, en fait, il y a des serveurs en Europe, hein, mais bon, admettons qu'on fait comme ça. Et pour mieux caricaturer le truc. Et le problème, c'est que si tu as 10 000 personnes qui font la même chose, tu as 10 000 personnes qui vont utiliser le même tube. Alors, quand tu as 10 000 personnes qui utilisent le même tube, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à dire, on va augmenter ce tube. On va augmenter ce tube parce que sinon, tout le monde ne pourra pas avoir la même qualité de service. Quand on parle de qualité de service, c'est avoir une belle vidéo en 1080p ou en 4K 60 fps quand tu vas sur YouTube. Et surtout, tu as envie d'avoir la vidéo qui démarre dès que tu appuies sur le bouton play. Mais pour que ta vidéo elle démarre quand tu appuies sur le bouton play, il y a tout un mécanisme derrière qui est mis en place au niveau réseau mondial pour que tu récupères cette data. Donc le streaming de la vidéo commence. Et là où le bas blesse, c'est quand il y a ce nœud d'interconnexion entre YouTube et entre Free pour dire qui paye ce nœud. Donc qui paye le câble par exemple. Je caricature hein, parce que dans les faits c'est plus complexe que ça, mais donc il y a ce nœud, et donc il y a un énorme tube qui traverse l'Atlantique, qui a été posé, hein, donc il faut des bateaux qui posent le câble et tout, ça coûte un pont de poser ce genre de câble. Et à un moment, la facture, elle arrive, et il faut que quelqu'un paye. Alors qui va payer? Est-ce que c'est YouTube qui paye, ou est-ce que c'est Free qui doit payer? Et donc il y a toute une question de peering qui rentre en compte. Le peering, c'est des paires, donc c'est-à-dire on prend le contrat et on le split, on le coupe de façon à ce qu'une partie soit payée par YouTube, une partie soit payée par Free. Dans les faits, c'est une partie est payée par plusieurs providers et une partie est payée par plusieurs fournisseurs de services, fournisseurs de contenu. Et arrivé à ce stade-là, si Free il dit fuck off, moi je paye pour qu'il y ait 10 connexions. Dans les faits, c'est plutôt de la bande passante, hein, mais on va parler en connexion. Donc si tu as genre 10 connexions qui représentent, je sais pas moi, 100 mégabits, si par exemple derrière il y a 1000 personnes qui attendent dans la file d'attente pour avoir son paquet, pour pouvoir voir sa vidéo, si Free il n'a pas payé suffisamment son contrat de peering, forcément tu vas avoir des lenteurs. Alors qu'à côté, tu as les mecs chez Orange qui eux ont demandé d'avoir 100, 1000, 10 000 connexions, et donc d'avoir une bande passante plus élevée, par exemple 1 gigabit, 10 gigabits, 40 gigabits, directement vers YouTube. Et donc, si Pierre-Paul Jacques, qui a son internet chez Orange, lui, il va avoir sa vidéo instantanée. Alors qu'il habite juste à côté du mec qui est chez Free, et chez Free, le mec, il est en train de péter son câble, tu l'entends à travers la paroi du mur, parce qu'il est en train de péter son clavier sur son écran en disant « Merde, la vidéo, elle démarre pas ». En fait, la raison est là, c'est que Free, n'ayant pas payé ou paye en fait très peu son contrat de peering, ou ses contrats de peering, parce qu'il y en a plusieurs, fait en sorte que
tout le service est limité. En fait, tu as un goulot d'étranglement et simplement, c'est limité. Ça a été limité artificiellement parce que de l'autre côté, YouTube, il ferme sa vanne. Hein. Il dit, ah bah tu veux 10 connexions et tu veux 100 mégabits. Ah bah, je ferme le robinet, je mets autant. Voilà, c'est tout. J'ouvre pas plus. Et, donc, le fond du problème, il est là, en fait. C'est que beaucoup de gens, quand ils cherchent un fournisseur d'accès Internet, ils cherchent le moins cher. Systématiquement, c'est toujours question d'argent, concurrence. Moins cher, on veut le moins cher. Et donc, on cherche le moins cher. On trouve, je sais pas moi, des connexions Internet soi-disant à 1 gigabit pour 6 euros par mois. Et tu te dis, c'est génial, je vais prendre ça. Parfait, 6 euros par mois, 100 gigabits, trafic illimité. Ouais, mais dans la réalité, c'est le cas. Tu auras du 1 gigabit jusque chez Free, jusqu'au data center de chez Free, mais du data center de chez Free jusqu'aux différents services, donc par exemple YouTube, n'importe quoi, Vimeo, Twitch, peu importe. Là, le débit va être bridé parce qu'ils n'ont pas payé de contrat de peering, ou en tout cas, ils ont pris des tout petits contrats de peering pour justement pouvoir fournir un Internet pas cher aux clients. Et il est là tout le problème, je trouve, qui est pas mis en avant dans le côté marketing, c'est que on dit, ouais, bah voilà, on paye, je sais pas moi, dans les 6 euros. Jamais ils vont te dire, dans les 6 euros, bah en fait, vous avez des contrats de peering de merde, donc vous devrez attendre 5 minutes avant de pouvoir lire votre première vidéo sur YouTube. S'ils mettaient ça dans la communication marketing, je peux t'assurer qu'il n'y aurait personne qui achèterait ça. Donc voilà. Une vidéo de 5 minutes qui explique bien. Alors Free SFR et Bouygues sont des tiers 3 alors qu'Orange c'est des tiers 2. Ah bah ok, voilà. Ok. Ah oui, donc tu as tout le... Alors je connais pas le système français, mais tu as tous les systèmes de sous-location avec ce qu'on appelle des NVMO. Enfin, il y a plein de systèmes comme ça où en fait, soit tu as les infrastructures, mais là c'est plus aussi en 3G, 4G, ça dépend, où tu as les infrastructures, où tu sous-loues les infrastructures, etc., etc. Il y a tout ça. Je vais regarder la vidéo. On va voir, c'est quoi. Have you ever had the experience where, even though it looked like there was Ah, no bah voilà les issues, peering issues. Bah voilà, bah, c'est tout à fait ça. Alors on va regarder, hop. On va pas mettre le son par contre. On va juste voir, est-ce qu'il y a des chouettes images qui expliquent bien tout ce que j'ai raconté. Skip ad bien entendu. Hein. Voilà. Hop. Super plante, super lampe Ikea. Avec une petite tamisée, petite lampe image tamisée là, tranquille, super décor. Super animation du 1 gigabit, waouh, bah effectivement, voilà, donc j'achète une connexion, enfin je loue plutôt, hein, parce qu'on paye, on paye chaque mois. Donc j'ai ma super connexion 1 gigabit, j'ai ma fibre, je suis super content. Ça coûte que dalle, hein, bien entendu, mais voilà, le problème c'est derrière le peering, bien entendu, donc tout ce que j'avais expliqué. Et bah voilà, en vrai, bon, ça c'est aux États-Unis, pour l'Europe c'est encore pire. On voit tous les nœuds d'interconnexion des différents fournisseurs. Alors ici, on voit toute la partie backbone de AT&T. On voit Level 3, on en avait parlé. Level 3 sont également présents en Europe. AT&T, je sais pas. Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs qui sont présents. Il y a des gros, t'as Siemens qui fait pas mal de trucs. T'as Level 3. Après, bon, je connais pas en détail tous les niveaux. Donc à voir. Donc le T1, ah ben voilà, tu vois, T1 c'est entre par exemple Verizon et Level 3, sont les nœuds d'interconnexion qui fournissent, qui sont en gros le cœur d'Internet. Donc le cœur d'Internet, ce sont les T1 qui sont interconnectés entre eux. Ce sont tous les routeurs d'interconnexion qui sont connectés entre eux, qui forment Internet en fait. Donc si par exemple, du jour au lendemain, alors ça devrait pas arriver normalement, mais si du jour au lendemain, par exemple, Level 3, tout le réseau de Level 3 tombe, certains fournisseurs d'accès T2 et T3 seront impactés parce qu'ils n'ont pas de branchement vers d'autres fournisseurs. On appelle ça des interchange en français, c'est des... je sais pas comment est-ce qu'on traduit ça en fait. Des interchange providers. Blablabla, blablabla, beaucoup de blabla, beaucoup de blabla. Comcast, NBC, Cox, ça c'est tous les fournisseurs T2 aux États-Unis. Et donc voilà, tu vois, tu as ton T3 qui est en gros ton provider internet. Et entre le T3, T2, T1 et T3, tu as le T2. Et comme disait Sergent, apparemment Orange et UT2. Moi, je connais pas du tout les niveaux en France. Hein. Je connais absolument pas ça.
Et apparemment, il y a mon stream qui vient de dropper. Tout va bien? Est-ce qu'il y a eu un drop du stream? C'est quand même bizarre que j'ai des trucs comme ça de temps en temps. Pourtant, je vérifie ce qui se passe. Et bah voilà, on parlait de YouTube. Netflix, c'est le même problème. Hein. Netflix, c'est absolument la même chose. Et donc voilà, hein, il suffit que... Yes, ah ouais, il y a eu un drop. C'est bon maintenant? Donc voilà, ça c'était un peu l'histoire avec les contrats de pairing, free, etc. Et donc on va continuer avec cette histoire de OVH. Et pardon, histoire quand même que on finisse le deuxième sujet dans les temps. Je- je- Parce que bon, là on est à 3h12 de live. T'inquiète, tout va bien. Ah, nickel. Ok, cool. Alors, donc ça c'était la com marketing. On s'en fout. Donc, toute transparence sur l'avancée et l'analyse et la mise en œuvre des solutions, ça c'est bien. État des data centers de Strasbourg. Alors, SBG 1, salle réseau, ok. Donc, on avait vu dans le précédent sujet ce que c'était une salle réseau. Hein, on a vu avec les core switch, etc. Il y a 4 salles détruites. 8 salles sont ok. Donc là, je présume qu'il parle des salles des serveurs. 4 salles détruites, c'est genre énorme. Hein. Après, je connais pas la taille des salles chez eux. Donc, est-ce que ça représente 5000 serveurs? Est-ce que ça représente 10 000, 20 000, 50 000 serveurs? Je sais pas. Je ne partage plus mon écran. Aïe, 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 aïe. Je pense qu'on va faire un truc. Chaque fois que je me foire dans les scènes, euh, je vais le comptabiliser. On va faire un truc. Je sais pas encore quoi. On fera un truc comme ça. On fera genre un live 24 heures gaming, parce que je peux pas parler comme ça pendant 24 heures. On fera genre un live, et à chaque fois où je me plante de scène, on rajoute 1 heure pour le marathon. Un truc à la con comme ça. Ça pourrait être marrant. Alors, l'SBG2, alors, je suis pas persuadé. Je pense qu'il est détruit. Mais, bon, je suis pas persuadé quand même. Mais là, en l'occurrence, je crois qu'il reste plus grand chose. À l'intérieur, à mon avis, tout est complètement carbonisé. SBG3. Et grande question en véridique, est-ce qu'il y a moyen de récupérer des trucs des serveurs? Non, je pense que tout ira à la benne. Je pense que tout ira clairement à la destruction. SBG3, les PSU sont éteints. Contrôle des serveurs en cours. Ok. Et SBG4, pas d'impact physique. Ça, c'est bien, parce que le SBG4, il est à gauche de SBG3 qui est là. Ça, c'est SBG3 typiquement. Ok. Et donc, qu'est-ce que ça dit d'autre? Pas de redémarrage aujourd'hui, forcément de SBG 1, 3 et 4, ce qui est normal. Plan pour les 2 prochaines serveurs. 2A, je vais y arriver. Plan pour les 2 prochaines semaines. Donc, remise en place du 20 kV. Alors, 20 kV, c'est moyenne tension. Donc, c'est les gros. Est-ce que j'ai encore un plan du 6 quelque part? Est-ce que j'ai un plan du site? Donc les 20 kV, ça doit être, à mon avis, ce qui se trouve là. On les voit pas bien. Ils sont peut-être de l'autre côté du bâtiment. Bon, ici, on a de toute façon, donc ça, c'est les diesels. Peut-être que les 20 kV sont en dessous. Non, je ne mets pas les transfos à côté des diesels. Donc je sais pas où ils sont les transfos ici. Je sais pas ce qu'ils en ont fait. Je sais pas, c'est peut-être ça à l'arrivée. Mais c'est pas possible. Je sais pas. Peut-être que c'est ça. Ça, c'est son arrivée 20 kV et transfos qui sont peut-être là. Ce serait possible, je sais pas. Je connais pas leur plan. Et donc ça c'est la moyenne tension vers basse tension. Donc remise en service des 240 volts
donc c'est la basse tension, sur SBG 1 et 4 pour relancer les salles. Alors, contrôle du DWDM des routeurs et des switches. Alors, le DWDM, on en a parlé dans le premier sujet, hein, donc c'est toute l'arrivée fibre pour l'interconnexion des différents data centers. Les routeurs, forcément, et les switches qui vont avec, donc pour la partie routage entre sites et la partie switching interne au site. Dans la salle réseau A de SBG1, ok, ça c'est bien. Contrôle des fibres de la liaison Paris-Francfort. Donc là j'imagine ce qu'ils ont fait, en fait ils ont une salle où en fait les fibres, donc les fibres elles passent dans des tuyaux dans la terre et puis voilà elles passent comme ça à différents endroits. Et elles arrivent dans une salle qui est la salle d'arrivée, je sais pas comment on appelle ça, genre de salle de présentation pour les fibres, et de là elles partent, elles sont routées dans le data center. Et reconstruction de la salle B, donc SBG5. Ah, pardon, reconstruction de la salle réseau B, SBG5, et donc ils sont 5 DC. Contrôle des fibres de la liaison Paris-Francfort. Ok. Alors, qu'est-ce que ça dit d'autre? Les équipes techniques d'OVH préparent et expédient le matériel nécessaire à la mise en place d'une salle réseau temporaire. Donc ça c'est les gros core switch, etc., les borders, tout ce qui est core switching, border switching, etc., les routeurs. Ces équipements vont être envoyés sur les data centers de Strasbourg durant la nuit. Les arrivées fibres du site ont été contrôlées et n'ont pas été touchées par l'incendie. Ça c'est très bien, sinon ça aurait été plus problématique. Le rétablissement de l'alimentation électrique du site 1 et 4 est estimé au lundi 15 mars, donc demain. Un rétablissement de SBG 3 est estimé au vendredi 19 mars. Ok. Donc il faut encore des points, patati, patata. Alors rappel des faits, bon on va pas faire un rappel des faits les gars, on en a déjà discuté assez longuement. Juste le point qui est le stock de serveurs qui va arriver chez eux, mais j'avais vu le nombre, je crois que c'était combien? Ça se chiffrait en dizaines de milliers de serveurs qu'ils avaient en stock pour l'expédier à Strasbourg. 10 000 serveurs. Voilà. Il y a 10 000 serveurs qui vont arriver. Ah, c'est ce que j'ai affiché, sérieux? Il y avait le chiffre? Ah oui, 10 000 nouveaux serveurs dans les prochaines semaines. Oh là là. Heureusement qu'il y en a qui suivent ici, hein. Et donc, ouais, c'est assez intéressant à voir la suite. Donc l'impact sur les activités, est-ce que finalement c'est ça qui est aussi important? Alors nous continuons d'évaluer l'impact de cet incident, notamment sur les clients dont les données étaient situées dans nos data centres détruits par l'incendie. À voir justement, est-ce qu'il y a des plans de DRP mis en place? Oui, non, en fonction des contrats. On revient toujours à ce qu'on expliquait juste avant. Alors les services web VoIP en France n'ont pas été impactés, ça c'est bien. L'ensemble de nos services dans les autres data centres en France et dans le monde, dont 15 DC en Europe, sont pleinement opérationnels, ce qui est plutôt bien, heureusement. C'est pas comme l'histoire, il y avait aussi, malheureusement, il y a quelques années, c'était en 2017 de mémoire, il y avait un problème de fibre de nouveau sur les sites de Strasbourg. Et ça a foutu le bordel de réplication, de configuration des interconnexions avec d'autres DC, notamment le centre de Roubaix, de mémoire. Alors, je dis peut-être une connerie, mais je pense que de mémoire c'était ça. Et en gros, il y a eu beaucoup de services impactés par ce problème de configuration qui a fait que, je crois que c'était suite à un update en plus des systèmes de multiplexage et démultiplexage de fibres. Et donc, je pense, de mémoire, c'était ça. C'était un patch d'un firmware qui a foiré et qui a fait tomber une bonne partie des services des centres de Roubaix et de Strasbourg. De mémoire, je crois que c'était un truc comme ça. Il faudrait retrouver ça. Si quelqu'un se souvient de ça ou peut confirmer ou juste me dire que je dis de la grosse merde. Alors s'il vous plaît, si je dis de la merde, ne le dites pas comme ça.
Euh, Ah, et ils évaluent également l'impact environnemental en collaborant avec des autorités compétentes. Ça, c'est bien ça. Donc, histoire de confirmer l'absence de pollution, ça c'est bien parce que le décès est juste à côté de l'eau. Donc voilà. Donc les riverains n'encourent aucun risque, ça c'est bien. Ce que j'imagine, il y en a certains qui doivent aussi se poser des questions quand ils voient un énorme building style en plein milieu d'un zoning qui est en train de cramer. Et là tu te dis, ah, est-ce que on est reparti sur un truc en mode Beyrouth ou pas? Donc voilà. Euh, Alors je sais pas s'il y a encore d'autres choses importantes qu'on devrait voir dans ce truc. Est-ce que dans le chat vous avez des trucs à rajouter sur ce sujet? Une réaction à chaud? Hmm. Ouais, ils vont rétablir l'électricité, patati patata, puis ça devrait retourner à la normale, hein, je pense. Je pense que ça devrait retourner à la normale, ça devrait être pas mal. Ok. Oh voilà, ouais, les priorités. Rétablissement des services, les dispositions des infras non impactées, mise en œuvre des mécanismes de DRP. Enfin, dans ce cas-ci, BCP, Business Continuity Plan. Bah voilà, ouais, bon, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais ça me semble déjà vraiment pas mal du tout. Je scrolle en même temps dans le ticket, je regarde s'il y a des choses qui seraient intéressantes de dire, de discuter de ça. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc RIP les serveurs. En conclusion, voilà, ce sera la conclusion. RIP les serveurs d'OVH. Et voilà. Oh, 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 oh. Pardon. Alors, je regarde un peu, on est à 3h30 de live. Il est 16h. Ok. Ah, on est à 4 heures du coup de live. Ah oui, mais oui, parce que j'ai redémarré le live, c'est vrai. Donc on est à 4 heures de live. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, deux possibilités, enfin trois possibilités. Et à vous de me dire ce qui vous intéresse. Soit euh, on passe au sujet suivant que j'avais proposé, qui est de parler des jobs, des différents métiers dans la cybersécurité. Et qu'est-ce que ça implique, voilà, qui fait quoi, quelles sont les certifications qui vont bien avec, etc. On peut parler de ça, ou on peut parler d'un sujet qui vous intéresse. Autre truc qui pourrait être bien, parce que je suis un peu fatigué, je me dis partir sur un live gaming. Donc là, je lance un jeu et je me défoule un peu sur un jeu, ça pourrait être sympa aussi. Avoir le jeu, par contre, quel type de jeu. Donc ça, c'est une autre option. Ou option numéro 3. Bon, on s'arrête là, tout simplement. Dites-moi dites-moi ce qui vous intéresse. Et en fonction de ça, bon, on regarde pour la suite du live.
Gaming ou CTF? Là, je suis trop mort pour le CTF. Là, en ayant parlé 4 heures, mon cerveau, il est mort. Donc ça va être, à mon avis, ça va être chaud. Si franchement le CTF, ça va être, je regarde le châle et je suis là, de quoi ça parle? Donc le CTF, à mon avis, ça va pas du tout être productif. Je partirais peut-être sur du gaming. Alors je regarde ce que je peux lancer, ce qui pourrait être cool. Qu'est-ce que j'ai de bien? En fait, le truc, c'est que je suis en train de craquer depuis quelques semaines en me disant est-ce que je réactive mon abonnement de WoW ou pas? Ah, gros sujet. Gros sujet parce que WoW et moi c'est une histoire d'amour. Et en fait en décembre j'avais acheté on le voit ici derrière la box la box collector de Shadowland. Et donc je m'étais chauffé et tout, j'avais commencé à jouer en... c'était... Attendez, je vais juste noter un truc. Euh, Voilà. Donc je m'étais chauffé en fait en décembre en achetant la boîte collector parce que vraiment elle était juste magnifique et voilà, j'ai craqué, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, voilà, les Blizzard ils sont forts, hein, pour faire des boîtes collector. Et en plus j'ai chopé une des dernières boîtes disponibles en Belgique, donc j'étais vraiment très très content. Très surpris que je puisse l'avoir aussi, c'était épique, vraiment c'était épique, la manière dont je l'ai eu. Et, euh, et donc je l'ai eu, j'ai commencé, puis l'extension est sortie. Donc j'ai commencé à level up mon démo. Et puis il y a Cyberpunk qui est sorti quelques jours plus tard. Donc là je me suis dit, ah attends, parce que je viens de prendre un abonnement de 6 mois à World of Warcraft. Donc est-ce que je peux faire autrement? Et est-ce que je peux annuler mon abonnement de 6 mois, reprendre la thune et acheter Cyberpunk avec cette thune. Et du coup, j'ai fait un ticket. Enfin, j'ai pas fait un ticket. Je me suis renseigné parce que je pensais que à la base c'était pas possible. Et en fait, apparemment aussi, c'est possible. On peut le faire. On peut résilier un abonnement tant qu'il n'a pas commencé. Donc, on peut résilier un abonnement de 6 mois si on n'a pas encore commencé. Et donc là, j'ai craqué. Je me suis dit, allez, tu sais quoi? Allez, vendu. On fait ça. Et donc j'ai commencé à upper mon démo, puis bah, il y a Cyberpunk qui est sorti, donc j'ai arrêté tout ça. Et donc j'ai commencé Cyberpunk, puis bon, bah, il y a eu tous les bugs, alors je me suis dit, tu sais qu'on va laisser au frigo jusqu'au moment où il règle tout. Et depuis, bah, en fait, je joue plus trop, en fait. Là, ça fait depuis un petit temps que je joue plus trop. Il y a plusieurs trucs qui me chauffent. J'ai envie de me lancer dans Surviving Mars, parce qu'en fait, je l'ai depuis un petit temps. Et je vois qu'en ce moment, il est gratuit sur l'Epic Game Store. Et donc, je me dis, ça peut être cool de faire ça. Autre chose aussi intéressante, j'ai fait une commande avec Nightbot, une commande livre ou books. Si vous faites livre, euh, bien entendu, il ne la connaît pas, hein, parce que c'est un bolos, Nightbot. Pourquoi il ne la connaît pas? Alors qu'il est censé... je comprends pas. Comment est-ce qu'on fait Ah, c'est parce que j'ai fait un alias, mais l'alias... Allez, on vire l'alias, hein. Voilà, parfait. Et donc si on refait livre, voilà. Donc j'ai fait une liste des livres de sécu qui sont intéressants. Hop, je vais reprendre le lien. Pom, pom, pom. Je vais montrer ça.
Et donc c'est un site que j'ai connu, enfin j'ai découvert aujourd'hui, hein. Je fais ça genre 10 minutes à l'arrache avant, avant de lancer le live. Et c'est un site qui montre... bon, en gros c'est une bibliothèque avec tous les livres. Et là j'ai mis la liste des livres qui pour moi semblent être assez intéressants si on veut faire de la sécu. Il y en a encore plein d'autres, mais ça c'est une bonne partie de ceux que j'ai. Euh, Et donc si vous avez par exemple d'autres livres de sécu intéressants à partager, ben, dites-le moi et alors je rajouterai ça dans la liste, ça peut être sympa. Là, voilà. Bon, à mon avis, ce que je vais faire, parce qu'en fait, je suis en train de me dire, alors j'ai pas fini de level up mon démo jusqu'au niveau 60. Donc ce que je ferais bien, à mon avis, c'est plutôt de stopper le live ici. Et on reprendra ça dimanche prochain avec d'autres sujets qui peuvent être aussi intéressants. Euh, et là, il y a eu un drop, apparemment, de nouveau, du live. Non? Oui, peut-être, je sais pas. Et donc, reprendre ça semaine prochaine. Et à mon avis, ce que je vais faire, là, je vais chill offline. Non, il n'y a pas eu de drop. Ok, d'accord, merci. Et donc, je vais chill et faire. Je vais peut-être continuer à monter mon démo. Je vais peut-être repayer un abonnement, remonter mon démo. Mais je vais pas faire ça en live parce que bon, le leveling, tu sais, le pexage, voilà, je trouve pas ça super ouf de faire ça en live. Donc voilà, je réfléchis, je vais peut-être faire ça. Mais en tout cas, ouais, je vais stop le live, du coup. Puis bon, bah d'un autre côté, il n'y a pas beaucoup de monde non plus sur live, donc c'est pas méga interactif, donc voilà, c'est pas ouf ouf. Et puis bon, voilà, on reprendra. Je ferai peut-être des live gaming en semaine. Ça pourrait être pas mal. Et puis ben, dimanche prochain, on parlera certainement des vulnérabilités Exchange et tout ce qui va avec. Ok, allez, hop. Bah, du coup, je vous laisse ici. Et alors, bah, je ferai un live certainement courant de semaine. Plus orienté gaming. A plus tout le monde. Ciao, ciao, Amandil.